Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Je vous rappelle les chiffres qui viennent de sortir cette semaine sur le taux de réussite à l'examen d'écriture en français de nos jeunes dans le réseau public, 66,9 %. Ça veut dire une moyenne de 67, même pas, là, en bas de 67 %. En bas de 70, déjà, en partant, on se dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on maîtrise moins. Effectivement, c'est une baisse de plus de 4 points par rapport à l'an dernier. Le taux de réussite au privé, il a baissé aussi dans le même examen, mais il est quand même nettement plus haut. Et là, ça nous amène à nous poser des questions. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Beaucoup de gens ont dit, c'est sûr que les grèves vont avoir eu un effet. Les écoles CSQ, 8 jours de grève quand même, mais les écoles FAE, ça c'est le nom des deux syndicats en cause, c'est 22 jours d'école manquée. Et que c'est sûr que les syndicats ont beau dire, ça n'a pas de rapport, le fait que les jeunes aient manqué autant de journées d'école, je pense qu'il y en a quand même un certain. C'est un des facteurs. Après, se peut-il qu'il y ait d'autres facteurs aggravants qui font en sorte qu'aujourd'hui, les élèves maîtrisent moins bien le français qu'ils le maîtrisaient. En même temps, bonne nouvelle, c'est que l'examen de maths, il semble avoir été, peut-être, il y en a qui disent qu'il était plus facile, mais en tout cas, ils ont eu des meilleurs résultats en maths. Fait que vous savez, des fois, il faut se contenter. En même temps, moi, ce matin, ce qui m'intéresse, c'est de parler du français. Parce que vous l'avez vu, là, je vous fais remarquer que le fameux Royal Mount, c'est pas normal que ça soit en français seulement. Ce nouveau centre commercial là, qui n'affiche que dans une langue qui n'est pas la langue de la province. On sait qu'au Québec, c'est d'abord en français que ça se passe. On l'a assez dit. C'est une province francophone. La langue officielle du Québec, c'est le français. Ce n'est pas l'anglais et ce n'est pas une province bilingue. Nous sommes une province francophone. Et la loi d'affichage, c'est en français d'abord. Ça doit être écrit en plus gros en français et en plus petit en anglais. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que je pense que ça fait partie un peu de l'explication du pourquoi de nos jeunes qui ont des moins bons résultats en français. Mais je vais laisser nos invités expliquer un peu comment ils voient ça. J'ai justement Benoît Dubreuil qui est avec moi. Il est commissaire à la langue française. Bonjour, Monsieur Dubreuil. Bonjour, Mme Maréchal. Et également avec nous, le président de la FSE-CSQ, le syndicat qui touche beaucoup d'enseignants en français, entre autres, Richard Bergevin, qui est sorti cette semaine en disant, ça nous inquiète, nous, justement. Bonjour, Monsieur Bergevin. Bonjour, Mme Maréchal. Mais je vais commencer avec vous, d'ailleurs, parce que c'est vous qui sonnez un peu l'alarme cette semaine en disant, nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète le niveau de français de nos élèves. Il faut faire quelque chose. Puis vous dites, vous, c'est pas à cause de la grève. Vous me permettrez d'en douter juste un petit peu. C'est pour d'autres raisons. Parlons de la grève d'abord. Quand vous dites c'est pas à cause de la grève, les écoles FAE, vous allez me dire c'est pas notre syndicat, mais 22 jours, ça a dû avoir un impact quand même. Et même 8 jours, c'est quand même important. Vous dites ça a zéro rapport? On n'a pas dit que ça a zéro rapport. En fait, on ne peut pas faire le lien direct entre la grève et la difficulté au niveau de l'examen de français de l'année dernière parce que, on le constate, les écoles privées ont eu la même baisse que les écoles publiques et les écoles privées n'ont pas vécu de grève. Alors, on ne peut pas faire la corrélation directement entre les deux éléments qui sont la grève et la réussite des élèves à la fin de l'année. Par contre, un élément qui est important et qui est très important pour nous, c'est le temps d'enseignement, le temps d'apprentissage des élèves en classe. Et là-dessus, on peut rejoindre un peu l'élément que vous mentionnez sur le temps, sur les grèves. Mais le plus important, c'est de donner du temps de qualité aux enseignantes et aux enseignants et aux élèves pour faire des apprentissages puis s'assurer d'avoir une maîtrise de la langue qui est suffisante, qui est à la hauteur des attentes du programme d'études québécoises. Oui, je comprends tout ça, M. Bergevin, puis on va y venir là, aux attentes, puis à cette espèce, il y en a qui disent que c'est carrément du laxisme total depuis les années 90 de notre système d'éducation, mais concéder quand même qu'il y a eu un impact de cette grève. Je peux pas vous laisser dire qu'on n'est pas sûr, on peut pas faire de lien de cause à effet. Voyons, c'est comme une règle de base. Si on manque les journées, mais on peut supposer que ça a un impact quand même. On peut présumer, mais on peut pas le faire le lien direct parce que s'il y avait eu un lien direct entre la réussite, le résultat de l'examen et
la grève, ben les écoles privées n'auraient pas été touchées parce que les écoles privées n'ont pas manqué de cours de journée de grève. Alors, si les écoles privées ont vécu la même baisse que le reste des élèves, ben il peut y avoir d'autres raisons que celle de la grève pour expliquer les résultats que l'on a constatés à la fin de l'année. Et on va y venir, mais sur le taux de réussite au privé dans le même examen, on parle de quasiment 84 %. On n'a pas 67 % à peine. Là. 66 Oui, mais là. Oui. au privé, on sélectionne les élèves. On va prendre les meilleurs élèves de sixième année, on les amène en secondaire 5, puis on dit, voyez, les meilleurs élèves qui étaient en sixième année sont encore les meilleurs élèves rendus en secondaire 5. Je veux dire, on n'a pas fait, on peut pas démontrer que l'école privée a eu de meilleurs résultats que le public, puisqu'ils ont sélectionné les meilleurs élèves pour aller vers le cinquième secondaire. Par contre, si on regarde la courbe de résultats, on peut le voir. Les élèves du privé ont baissé aussi, à peu près dans les mêmes proportions que les élèves du public. Et c'est là qu'on peut pas dire que la grève a eu un effet direct sur les résultats à la fin de l'année. Benoît Dubreuil, vous êtes commissaire à la langue française. Quand vous avez vu cette baisse dans les résultats des jeunes du réseau public, vous en avez pensé quoi? Ben, écoutez, c'est décevant. Je vous dirais que effectivement, c'est difficile de savoir exactement quelle est la cause parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en même temps. Il y a la grève, on est encore dans les suites de la pandémie. J'attire votre attention là, sur le fait qu'à l'échelle internationale, les résultats de l'OCDE ont montré des baisses assez généralisées en lecture là, pour la plupart des pays dans la suite de la pandémie. Donc, il y a des aspects qui sont propres au Québec, mais il y a des aspects aussi qui sont peut-être mondiaux, liés à la pandémie, liés peut-être aussi à l'environnement dans lequel les jeunes d'aujourd'hui évoluent. Par rapport à il y a 10 ans, par exemple, les jeunes peuvent passer 2, 3, 4 heures par jour sur TikTok. C'est sûr que ça change quand même un peu l'environnement auquel ils sont exposés. Je pense que tout ça doit faire partie de l'équation. Mais il reste que même avant la pandémie, il y avait encore aussi toujours cet écart-là entre le privé et le public. Il y avait toujours, je vous dirais, depuis des années et des années, peut-être 25% des jeunes qui réussissaient pas au terme du secondaire, et j'ajouterais même au terme du cégep, à maîtriser la grammaire de base et à maîtriser l'orthographe 25 de base. Donc, vous dites? 25 des jeunes? À peu près. Si vous regardez les résultats, par exemple, à l'épreuve uniforme de français, même au collégial, on est à peu près dans ces niveaux-là. Puis au secondaire, c'est à peu près la même chose. Et ça, c'était assez stable. Donc, ça, en soi, ça montre quand même qu'il y a un problème. Et c'est pas faute d'avoir fait des études quand même. Hein. Le gouvernement a financé énormément d'argent en réussite scolaire, a essayé toutes sortes de choses. Et il y a une grande confusion, en fait, qui se dégage de tout ça. Évidemment, du côté des enseignants, on insiste beaucoup sur le manque de ressources. C'est probablement vrai. Du côté des professionnels, des spécialistes universitaires, on va dire qu'on n'a pas toujours les bonnes méthodes pédagogiques, ce qui est probablement aussi vrai. Et même, je vous dirais, même il y a des linguistes qui disent, mais le problème, c'est pas les enseignants, puis c'est pas les élèves. Le problème, c'est la langue française. Parce que contrairement c'est ça? Parce que contrairement aux Espagnols puis aux Italiens, on ne l'a pas réformé pour simplifier l'orthographe. Donc, il y a un écart entre l'oral et l'écrit, ce qui fait en sorte que nos jeunes avaient plus de difficultés à maîtriser certains aspects de la grammaire, certains aspects de l'orthographe. Donc, pour moi, les trois ont probablement raison dans une certaine mesure. La question, c'est où on va à partir de ça. Ouais. Le ministre Drainville a annoncé cette année un groupe de travail là, pour réfléchir justement à la révision du programme de français. Et puis, j'espère que la réflexion va être plus large parce que je trouve qu'en ce moment, la réflexion, depuis quand même plusieurs années, tourne un peu en rond. Il y a une espèce d'impression de confusion. Je pense que c'est vraiment le moment d'avoir une réflexion plus large sur ce qu'on veut faire avec le français dans nos écoles. Voilà. Et vous m'amenez à donner la parole tout de suite à des auditeurs. Il y a Anthony qui nous appelle. Bonjour, Anthony. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous êtes papa d'un enfant. Et vous remarquez, vous, qu'il y a une anglicisation, même quand votre enfant regarde des émissions pour enfants? Ben, pas juste les émissions. On entend parler. Écoute, comme je disais, votre assistante, si je regarde les vieilles émissions de télévision, peut-être des années 80, des émissions québécoises, qu'on entendait une expression très simple. « Oh mon Dieu! Ouais. » Et aujourd'hui, partout, c'est « Oh my God! » Et ma fille, quand elle me dit, je suis obligé de la reprendre. À chaque fois, j'ai dit « Hein, qu'est-ce que tu as dit? » Là, elle sait. Mais pour moi, c'est important.
Ben oui, mais vous avez bien raison de reprendre votre enfant. Ben oui. Est-ce que, puis là, bon, elle est jeune, mais est-ce que vous le voyez? Avez-vous d'autres jeunes autour de vous? Est-ce que vous voyez qu'il y a comme cette anglicisation dont vous parlez ou le fait qu'on mette de plus en plus de mots français quand on parle français, de mots anglais, pardon, quand on parle français? Est-ce que vous le voyez aussi autour de vous, pas que chez les jeunes? Je le vois, c'est jeunes, mais c'est les adultes qui montrent aux jeunes aussi, parce que les adultes parlent comme ça. Pour moi, c'est important parce que le français, j'ai vécu beaucoup en voyageant aux États-Unis, un genre de petit raciste. Ah oui. Par rapport au français, oui, à certaines places. Mais pourtant, j'ai rencontré du monde qui parlait français partout aux États-Unis. Et une petite anecdote que j'aimerais vous dire. Je sais pas, à un moment donné, Hillary Clinton était dans la ville de Des Moines et elle avait parlé pour qu'en milieu de travail, on ne puisse pas parler espagnol, il fallait que ce soit l'anglais. Ah ouais. Ça me faisait penser un petit peu au Québec pour dire que l'anglais était... En tout cas... À l'époque, on n'avait pas le droit de parler français dans certains milieux de travail, c'est ça que vous voulez dire? Oui, puis que maintenant, c'est les États-Unis qu'on dirait qu'ils avaient peur de perdre l'anglais dans leur pays. Ouais. Parce que l'espagnol a pris beaucoup d'ampleur. Oui, merci. On a également Justin, qui est doctorant en éducation. Il enseigne le français au secondaire. Et il est également président de l'Association québécoise des professeurs de français. Puis je voulais parler à Justin Tachereau parce que je me disais, ils sont concernés. On parle beaucoup des enseignants de français. On dit, bon, ben c'est eux qui enseignent à nos jeunes. Est-ce qu'il y a un enjeu de ce côté-là? Justin Tachereau, merci de nous parler ce matin. Comment vous avez réagi quand vous avez vu justement qu'il y avait cette baisse dans les résultats de l'examen de français de l'an dernier? Une baisse quand même importante parce qu'on dit qu'un jeune en bas de 70 %, ça veut dire que tu maîtrises pas 30 % de la matière, là, M. Tachereau. Bonjour. Isabelle, d'abord, merci de me recevoir ce matin. Donc, c'est sûr que les résultats, oui, personne n'est satisfait de savoir que le taux moyen de réussite se situe dans les bas 70. Tout à fait d'accord. Est-ce que c'est vraiment différent de ce qui s'est passé depuis, on dirait peut-être les années 80, 85, les résultats sont stables. Puis en fait, c'est que la donnée qui est manquante dans ce qui a été publié à date, c'est de savoir, mais c'est quels critères qui a posé le plus de problèmes. Actuellement, en milieu d'année scolaire, on sait c'est lequel des 5. Mais là, avec cette diminution-là, est-ce que c'est seulement que l'orthographe, la syntaxe? Est-ce que c'est maintenant rendu ailleurs dans la production écrite que ça ne passe pas? Donc là, il y a ça que nous, on attend à l'association de savoir parce que souvent, chaque année, on se rend compte, OK, les critères 4 et 5 qui sont vraiment orthographe grammaticale, orthographe d'usage, syntaxe, ponctuation, ce sont ces critères-là les moins bien réussis. Là, on se dit, OK, ça, c'est depuis les années 85-90, donc ça, c'est stable dans le temps et ça évolue peu. Mais là, est-ce que maintenant, les autres critères, c'est-à-dire sur la structure du texte, les contenus, la cohérence, le vocabulaire, est-ce que c'est là que ça commence à choper un peu? Là, c'est là qu'on s'inquiète un peu, qu'on a hâte de voir ça va être quoi les résultats là de ces fameux critères. Puis c'est sûr qu'on revient d'une année de grève enseignante. Les profs de français au public étaient dans la rue à militer pour leurs conditions de travail. Et effectivement, c'est sûr qu'on le sait que ça a créé un débalancement, notamment entre le public et le privé, chez les élèves. On sait nécessairement, c'est des facteurs qui peuvent jouer. On peut pas tout porter, un peu comme l'un de vos auditeurs précédents disait, là, je pense qu'il y a des facteurs d'un peu partout qui ressortent, qui peuvent expliquer un peu le maintien de ces résultats-là. Je pense que il y a quelque chose qui doit ressortir effectivement de l'actualisation ou de la réforme, peu importe le terme que le ministre Drainville peut utiliser. C'est sur cette fameuse actualisation des programmes de français. Donc là, on en est bientôt à 2 ans de réflexion et pourtant les annonces qui ont été faites au printemps dernier, des orientations un peu de réflexion de recherche actuelle du ministre, c'était un peu inquiétant. Là, on était dans des questions de est-ce qu'on enseigne l'orthographe rectifié ou non, alors que l'orthographe rectifiée, logiquement, est censée être mise en place depuis les années 90. Ouais. Mais vous enseignez aussi le français, Justin? Absolument. Est-ce que vous trouvez que le niveau de langue de vos élèves est plus relâché qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, vous diriez? C'est sûr que là, moi, de mon point de vue enseignant, on s'entend, c'est anecdotique. Là. Donc, il n'y a pas de recherche que je peux... Non, mais l'expérience terrain est toujours intéressante. Oui.
Absolument, absolument. C'est sûr, moi, ce que j'ai remarqué, là, pour avoir enseigné beaucoup au premier cycle du secondaire dans les 5 dernières années, Oui. ce que je remarque, c'est une difficulté d'accès lexical. C'est-à-dire que le vocabulaire, je dirais, pas nécessairement de base, mais il y a certains mots de vocabulaire quand même suffisamment accessibles que je remarque que de plus en plus d'élèves ont de la difficulté à atteindre. Encore une fois, c'est dans mes classes. Là, est-ce que ça représente le Québec? Pas du tout certain de la chose. Ouais. Mais il y a cet aspect-là qui est un peu plus difficile. Ce que je remarque aussi, c'est que entre enseignants de français dans des établissements scolaires, il y a plusieurs établissements que malheureusement, et c'est une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de continuité, progression, cohérence entre les pratiques enseignantes, qui fait en sorte que souvent un enseignant va enseigner l'écriture d'une manière A et ensuite l'élève va se retrouver avec un enseignant B qui va enseigner d'une manière B, un enseignant C qui enseigne d'une manière C. Ah. Et souvent pour certains élèves, surtout en difficulté, ben là, des fois, il faut qu'ils réapprennent comment ils Oui, ont mais je appris comprends. Mais ça, c'est l'écriture. un enjeu, ça, je comprends, tout à fait. Ben oui, tout à fait. C'est un très gros enjeu, puis malheureusement, je ne dirais pas que c'est la faute. Il n'y a pas qui a tort, qui a raison dans l'histoire, mais souvent, c'est que les enseignants français sont tellement débordés dans leurs tâches, ont tellement de responsabilités qui est très peu partagée par l'ensemble de l'équipe école que ça fait que les enseignants, ils n'ont pas le temps Comment de se ça? rencontrer, Pourquoi d'échanger. plus les enseignants de français que les autres? Je dirais que les enseignants de français, on les passe souvent comme les seuls porteurs de la qualité de la langue à travers les écoles, et c'est quelque chose que Suzanne je comprends. Chartrand Ouais. a nommé depuis presque 20 ans de recherche. Ouais. On n'observe pas nécessairement le français dans les autres matières. Il y a des enseignants qui le prennent individuellement parce que ça leur fait un cœur, mais il n'y a pas d'obligation pour un enseignant d'histoire, un enseignant de mathématiques, un enseignant de culture et citoyenneté québécoise de faire un travail sur la langue comme il est demandé dans la classe de français, alors qu'il peut être possible et même profitable pour les enseignants de collaborer entre eux en interdisciplinarité pour enseigner le français. Et ce n'est pas seulement là, dans une perspective de « oh, faut corriger les élèves, il faut absolument les pénaliser ». Non, mais les faits langagiers, ils peuvent être enseignés dans tous les cours. Le français est utilisé dans tous les cours. Tout à fait. Justin Tachereau, pardon. Oh mon Dieu, je viens de vous mettre premier ministre du Canada. Oui, mais des fois, il y en a qui vont dire votre temps est compté. Je voudrais pas ça. Pour vous, Justin. Justin Tachereau, merci beaucoup. Doctorant en éducation. Vous enseignez le français au secondaire. Il est également, Justin, président de l'Association québécoise des professeurs de français. Je vais rebondir avec nos invités, mais je voudrais donner la parole à Martin qui nous appelle. Bonjour Martin, vous avez 2 jeunes enfants. Martin, vous êtes là? Bon, on va rebrancher Martin. Vous êtes là. Bon, là, je vous entends, Martin. Bonjour. Oui, excusez-moi. Oui, moi, j'ai 2 enfants, 10 ans et 15 ans. Mais moi, ce qui me frappe dans ce débat-là sur la langue française, c'est que moi, ma mère est âgée de 85 ans. Oui. Milieu très, très modeste, là, on s'entend. Mm-hmm. Et elle disait toujours, j'ai seulement une 11e année, mais j'écris le français sans faute. Elle insistait là-dessus. Elle était fière de tout ça, ma mère. Oui. Puis elle nous a transmis cet amour-là. Moi, j'ai complété un secondaire 5. J'étais allé au cégep, mais je suis quand même quelqu'un de cultivé. Puis je porte une attention à ça, à la langue française. Moi, je suis un francophone. J'ai pas cette obsession-là que beaucoup de francophones ont d'être parfaitement bilingues. Moi, je suis francophone et mon obsession, c'est de m'exprimer bien dans ma langue. Mm-hmm. Puis j'ai transmis ça à mes 2 enfants. Bien sûr qu'ils sont bilingues, là, c'est le monde, quand ils font ce débat-là, là, c'est important. Ben oui, on sait, tout le monde sait ça. Mais moi, là, ça me choque de voir sur les réseaux sociaux des gens qui ont des noms francophones. T'arrives même pas à lire leurs commentaires de 10 mots. Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et je remarque aussi, puis Martin, vous me direz si vous avez la même impression, mais je remarque aussi, il y a comme un relâchement de la mâchoire. Avez-vous remarqué ça? C'est comme tout devenait mou. Tu sais, c'est comme on dirait là qu'on est mou de la bouche. On est devenu mou de la bouche, puis on traîne certaines syllabes, les fins de phrases aussi, puis les et, les est. Tu sais, ma mère, ton père, je sais pas, on parle plus du nez
qu'avant. Ça, c'est plus de la phonétique, puis il y a toutes les questions de syntaxe aussi. Puis c'est pas d'être ayatollah de la langue, puis de reprendre chaque fois que quelqu'un dit bon matin. Je pense que c'est un faux débat, ça. Mais je pense que c'est de se dire aussi, est-ce que... Puis des fois, tout le monde en fait, là, tout le monde en fait des anglicismes. Là. Moi, je suis pas la police de la langue là-dessus. Mais sur Royal Mount, par exemple, ça, j'ai comme de la difficulté parce que je me dis, la façon dont on s'affiche, la façon dont on se présente, c'est important. Et la journée où on va être trop relâché là-dessus, j'ai l'impression que c'est la journée où on abandonne. Êtes-vous d'accord avec ça, Martin? Ben, là, vous touchez un autre point, parce que moi, je suis commerçant à Montréal. Depuis, c'est vrai, en plus. 15 ans. Oui, puis moi, j'ai quand même une bonne présence sur les médias sociaux pour un petit commerce indépendant, des 20 000 abonnés à mes pages respectives, et toutes mes communications ne sont qu'en français exclusivement. Je me dis que je suis à Montréal, il y a le bouton traduction pour les gens, puis ça m'empêche pas d'avoir du succès, ça m'empêche pas d'avoir un commerce qui est quand même rentable et tout ça. Je communique qu'en français sur mes réseaux sociaux. Le nom de ma boutique est en français. C'est quoi le nom de votre boutique? C'est quoi le nom de votre boutique? Ben, c'est Montréal Moderne. Montréal Moderne, bon. Oui. Bon, c'est dans des meubles vintage, là, les scandinaves et tout. Puis moi, je l'ai remarqué aussi à Montréal avant, on communiquait avec moi, c'était 90% du temps qu'en français. Maintenant, c'est moitié-moitié. Les gens qui s'adressent à moi dans les réseaux sociaux, souvent, c'est des non-francophones qui m'écrivent en anglais. Ouais. C'est quand même assez particulier, là. Tout à fait. Merci tellement de votre appel, Martin. Merci beaucoup. Je me tourne vers mes invités. Je voudrais vous faire réagir au témoignage là, d'Anthony, de Martin aussi, également ce que nous a dit Justin Tachereau, là, qui enseigne le français puis qui est de l'Association québécoise des profs de français. Il a dit beaucoup de choses. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, vos réactions là-dessus, parce qu'il parlait de la réforme du français, du manque de cohérence, l'actualisation des programmes qui dure depuis 2 ans, puis on dirait qu'on n'aboutit pas. Vous en pensez quoi de tout ça? Je trouve ouais. Oui, très intéressant, en fait, les perspectives de vos invités, donc je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Pour moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on a une réflexion de fond sur ce qu'on veut faire avec le français à l'école, parce que aujourd'hui, la planification du ministère, tout est centré autour des examens ministériels, qui eux-mêmes, c'est essentiellement une question de maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe. Donc, c'est important, mais on tourne en rond. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça pour l'avenir? Puis les autres points qui, à mon avis, sont autant, sinon plus importants, c'est les autres aspects du français, parce que on peut avoir des jeunes qui vont étudier, qui vont apprendre à accorder leur participes passé comme il faut, puis ensuite, ils vont sortir de la classe, puis toute la socialisation va être en anglais. Donc, est-ce qu'on va avoir réussi avec ces jeunes-là? Est-ce que le système va avoir réussi? Ou encore, les jeunes vont réussir à maîtriser l'orthographe, mais ensuite, toute leur consommation culturelle va être en anglais, puis ils n'auront pas justement la richesse lexicale pour s'exprimer de manière spontanée, exprimer leurs émotions, nouer des amitiés en français. Tout à fait. J'ai quelqu'un qui m'écrit, puis je trouve ça pertinent, qui me dit, mais moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont dans des écoles anglaises, des jeunes anglophones de Montréal qui vont à l'école en anglais et qui maîtrisent bien le français écrit, mais ils sont pas capables d'avoir une conversation. Donc, ça veut dire qu'on apprend c'est le problème. Un peu par cœur, mais c'est pas parce qu'on apprend par cœur qu'on est capable d'appliquer exactement. tout ce qu'on sait ce dans qu'on a de une la conversation. Misère, c'est ce qu'on a de la misère à comprendre avec le français, c'est que le français, on se l'imagine comme un code écrit formel, alors qu'une langue, c'est toujours plusieurs choses. Oui, c'est le code écrit formel, mais c'est aussi toutes les aptitudes qui nous permettent de l'utiliser dans le registre familier avec nos proches de manière spontanée. Donc, à l'école, on réussit bien à transmettre, on réussit moyennement à transmettre le code formel, mais il faut aussi avoir une vision large de la langue dans laquelle l'école est un milieu de socialisation. Puis c'est important parce que, culturellement, on est noyé sous les contenus en anglais. Puis on a des changements démographiques aussi où il y a plusieurs jeunes qui arrivent à l'école en maternelle, puis ils sont déjà meilleurs en anglais qu'en français et ils ont tendance à adopter l'anglais comme langue pour socialiser avec leurs amis. C'est fou. Et comment vous expliquez ça? Des jeunes francophones, là, vous dites. Là. C'est les deux. C'est les changements dans la culture avec la transformation numérique. C'est l'insistance des parents francophones pour que leurs enfants soient parfaitement bilingues. Et c'est à travers l'immigration, la croissance d'une population soit anglophone, soit qui parle mieux anglais que français au moment où ils arrivent en maternelle.
Mais moi, je comprends aussi que les parents veulent que leurs enfants soient bilingues. On nous dit, même pour laver la vaisselle, on veut quelqu'un de bilingue. C'est ridicule aussi. Là. Absolument. Alors que le premier critère de succès scolaire, c'est la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Donc, les gens n'insistent pas sur la bonne chose. Ce qui fait en sorte que les jeunes réussissent à l'école, c'est le fait qu'ils savent lire, le fait qu'ils savent écrire, le fait qu'ils soient bons en mathématiques. Et les parents, quand on va voir les écoles secondaires, qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend le sport-études, on nous vend des voyages à l'étranger, puis on nous vend de l'anglais enrichi. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que vous dites, Richard Bergevin. Tous les programmes qu'on a rajoutés au fil des ans, ben on l'a fait, les programmes particuliers, puis le sport-études, on va pas se plaindre du sport-études, c'est vraiment bien que les jeunes bougent. En même temps, c'est vrai qu'on a rajouté toutes sortes de programmes spéciaux dans le public pour concurrencer l'offre du privé parce que de plus en plus de parents allaient au privé. Et là, ben, on se retrouve finalement à essayer ça va gruger, ça va rogner sur, vous dites, les heures du programme de français. C'est votre opinion là-dessus, là. Monsieur Bergevin. En fait, tous les projets particuliers, il y a plusieurs projets qui sont très intéressants pour les jeunes, là, le sport, les arts, la musique, etc. Mais le problème, c'est qu'on gruge dans le temps d'enseignement et le temps d'apprentissage des élèves. On se retrouve avec des élèves qui ont 30% moins de temps d'enseignement, mais à qui on offre 30% de plus de temps pour faire leurs examens. Il y a à un moment donné une dichotomie entre les deux qui fonctionne pas. Dans nos écoles, on doit s'assurer d'avoir un temps qui est prescrit pour, entre autres, le français. Nous, on pense que dans toutes les matières, ça serait important d'avoir un temps prescrit, mais en français particulièrement, qu'il y ait un temps de qualité en quantité suffisante pour qu'on puisse amener les élèves pas juste à voir la matière, mais à maîtriser la qualité, la langue, puis à avoir une certaine qualité de langue quand on termine, rendu en secondaire 5, notre parcours scolaire. Puis on le sait que la lecture, c'est un élément important pour tout le parcours scolaire, mais aussi pour la vie professionnelle ensuite. Quand des ouvriers ont à changer d'emploi, il faut pas qu'ils soient cantonnés dans une usine, il faut qu'ils soient capables d'aller faire d'autres choix. Et pour ça, la lecture est un élément important, la maîtrise de la langue est un élément important. Alors, ce qu'on a proposé au gouvernement, dans la révision du programme, c'est de s'assurer qu'on ait suffisamment de temps et de moyens pour être capable d'amener les élèves à maîtriser le français suffisamment pour être capable de devenir de bons citoyens, d'être des professionnels, d'être capable de s'épanouir dans notre société. Et c'est un élément qui est très important. Donner les moyens aux gens, aux enseignants et aux enseignants. Monsieur Bergevin. Est-ce qu'on sait combien de temps, c'est quoi le temps d'enseignement, par exemple, on va dire en secondaire 4 ou en secondaire 5? Combien de temps les jeunes passent à recevoir de l'enseignement en français sur une semaine, par exemple, ou je sais pas comment vous pouvez me l'expliquer, là, mais combien de temps on alloue au français? Dans une année, les jeunes passent 900 heures sur les bancs d'école en termes d'enseignement global, là, pas seulement en français, là, globalement. Le chiffre exact pour le français de 4e secondaire, je le connais pas exactement, mais ça doit être autour de 300 heures ou 400 heures. Quand on gruge dans les programmes, on va gruger, on peut aller enlever jusqu'à un peu plus de 30% du temps d'enseignement. Et là, évidemment, c'est des choix qui sont faits par école. Chaque école va choisir dans quelle matière ils vont couper du temps pour permettre de faire du sport, faire des arts, faire de la musique, etc. Nous, ce qu'on considère que les arts, la musique, le sport, ça devrait être fait surtout à l'extérieur, pas coupé dans le temps d'enseignement, parce que le temps d'enseignement, c'est le moment où les enseignantes et les enseignants peuvent influencer les apprentissages des élèves. Mais vous savez pourquoi c'est là qu'on peut agir. Oui, mais M. Bergevin, je vous ramène à l'époque où il n'y en avait pas de ces programmes-là, où on disait ça va être après l'école, puis il y avait plein d'enfants qui n'avaient pas accès à ces programmes-là, justement parce que c'était après l'école, puis qu'il fallait qu'ils fassent d'autres choses, dont certains travaillaient. Donc, on l'a inclus dans le programme scolaire pour permettre à tout le monde d'avoir, pour une espèce d'équité. Et puis ça, je pense que c'est bien, mais peut-être qu'on a des journées d'école trop courtes. Moi, je pense que l'école, elle commence trop tôt, puis elle finit trop tôt. On sait qu'on a une gestion scolaire qui est faite par les autobus scolaires, mais ça, c'est un autre sujet. On a il y a quelqu'un qui nous écrit, qui dit « Mon fils a 26 ans, il est avocat, il parle franc-anglais. Mon Dieu que c'est énervant. » Et il y a également une autre personne qui me dit « Niveau de français dans les écoles. » Bien évidemment que c'est dû à la grève. En tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment convaincu que c'est la grève. Pas du tout d'enseignement pendant 5 semaines. C'était quelqu'un qui avait des enfants dans une école FAE, visiblement. Plus les années de pandémie, les élèves en plein apprentissage de la langue ont été laissés à l'abandon.
avec des parents qui étaient déjà occupés au travail. À part les enfants de profs, justement, je pense que bonjour les dégâts. Quelqu'un d'autre qui écrit le système d'éducation, c'est zéro, comme le système de santé. Évidemment, bon, je pense que il faut pas non plus aller complètement dans le travers de penser qu'on ça vaut rien, que c'est zéro. Je pense qu'on continue d'avoir des beaux succès quand même grâce à notre système d'éducation et notre système de santé. Mais il faut s'améliorer parce que quand on regarde les résultats de français, ben, il y a quand même un symptôme ici. Et je pense qu'il y a aussi la langue d'usage. Et Benoît, je voudrais vous entendre là-dessus en terminant. Est-ce qu'il y a quand on parlait de la langue d'usage, c'est Justin Tachereau qui faisait référence tout à l'heure. Les salins, les si j'aurais, toutes ces espèces d'expressions qui sont des mauvais accords ou du relâchement. Le salin, moi, je ne sais pas d'où ça vient. Êtes-vous capable de me l'expliquer, Benoît? D'où ça vient? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, là. Qui a parti ça? Écoutez, moi, je suis peut-être un peu moins critique là-dessus dans la mesure où je pense que, comme je le disais tout à l'heure, une langue, c'est riche parce qu'il existe différents registres et différentes variétés. Pas ça là. Non, pas ça. C'est vrai que c'est un peu limite, là, mais il existe différents registres. Attendez, je vais m'essuyer le sang qui coule de mon oreille. Oh mon Dieu. Pour moi, l'important, c'est pas que, évidemment, il y a toutes sortes d'évolutions du langage dans un langage jeune, en fait. Jérôme 50 qui documente ça dans une publication à venir là, avec son podcast Ainsi soit-il. Donc, il y a beaucoup d'innovation chez les jeunes dans le langage. C'est vrai. Oui, exactement. En même temps, moi, ça me dérange pas que cette innovation-là ait lieu, mais pour que le jeune puisse mettre toutes les chances de son côté, puis pour qu'on puisse construire une société solide, puis une francophonie solide, il faut aussi maîtriser le code régulier. Donc, moi, je vois ces deux choses-là comme allant ensemble. Il faut créer des espaces où que les jeunes spontanément interagissent en français et découvrent ensemble des contenus, consomment ensemble des contenus culturels qui sont en français, qui vont venir enrichir leur langue, mais en même temps qu'on travaille à maîtriser un code qui, lui, nous permet d'être en contact avec l'ensemble de la francophonie. Parce que les emprunts à l'anglais dont parlent vos auditeurs. Moi, je suis pas un fanatique là, du purisme ou quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que si à chaque fois qu'on veut parler, les mots qui nous viennent à l'esprit, c'est des mots en anglais, il y a une cause derrière, puis la cause, c'est que notre univers culturel est très, très massivement anglophone. Ça veut dire que ce n'est pas un univers culturel où le français a sa place, ça veut dire que notre univers n'est pas diversifié par rapport aux différentes cultures mondiales. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'on doit repenser en fait l'univers culturel dans lequel on vit, notamment en faisant de l'école un endroit où la culture québécoise et la culture française est véritablement présente. Et ça implique de se concentrer peut-être un petit peu moins sur la question de l'orthographe, mais d'avoir une vision plus large de ce que l'on cherche à transmettre. Et ça implique, encore une fois, pas juste les profs de français, ça implique les profs de musique, ça implique les profs d'art. Moi, à l'école, par exemple, dans les cours d'art, quand les jeunes doivent penser à des slogans pour faire des affiches, le 3/4 des slogans sont en anglais. Parce que c'est ça qui vient à l'esprit des enfants, parce que culturellement, ils sont baignés, ils sont en immersion anglophone complète dans 3-4 heures par jour sur TikTok. Donc, on a une réflexion culturelle à avoir qui est plus large, qui implique les parents, qui implique la société en général. C'est tellement un beau sujet de prochaine discussion. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion aussi à notre discussion. Merci beaucoup, Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. Merci beaucoup, Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ. Et on va s'arrêter ici, mais on revient tout de suite après la pause. On va parler avec Isabelle Perron et aussi il y a la chronique de Fred Bastien qui s'en vient.